Hop, on va reprendre la suite. Et puis, pour notre prochaine conférence, donc, je vais accueillir aussi un binôme de speakers, Antoine Krasque et Jean-François Frézy. Antoine, ça fait quand même un petit moment maintenant qu'on le voit un petit peu rayonner à droite à gauche dans la communauté, je dirais bien facilement 3 ans au moins, puisqu'il est le créateur de la QUnit, et il en parlera beaucoup mieux que moi juste après. Il est également directeur du département architecture et nouvelles technologies chez La Redoute, cofondateur également d'un outil de test d'automatisation qui s'appelle Cerberus. Il me semble qu'un article est sorti ce matin dans la Taverne sur le sujet, si je ne dis pas de bêtises, j'ai cru voir un truc passer. Voilà. Et puis vous l'avez peut-être vu rayonner au travers de différents Ministry of Testing ou autres. Il anime notamment Ministry of Testing au Portugal à Leira, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Antoine est plutôt bien présent, en tout cas dans le monde du test logiciel. Il sera accompagné donc de Jean-François. Jean-François est le directeur du pôle conseil et offre de service chez Verin Group. Il fait aussi partie de la core team de la QUnit pour promouvoir vraiment la QUnit. Vous allez voir, ils vont en parler juste après. Et Jean-François aussi, ce qu'il aime, c'est vraiment être dans le partage. Il aime bien évidemment recevoir des infos des autres, mais il aime aussi transmettre. Il cherche vraiment à être dans cette logique de transmission, et ça tombe bien parce que c'est aussi ce qu'est la Veritas Conf, d'être dans la transmission. Et c'est pour ça que je vais les monter dans le stream immédiatement pour les accueillir. Antoine et Jean-François, m'entendez-vous? Oui, très bien. Bonjour tous les deux. Antoine, ça a été 1 heure de plus ou pas 1 heure de plus au Portugal Là, je suis en France, je suis en déplacement, donc je suis à la même heure. T'es en France. T'as la même heure que nous. Tu triches. Ok, d'habitude Antoine est au Portugal, c'est pour ça. Ravi de vous avoir avec nous cet après-midi. Vraiment, vous allez nous parler un petit peu forcément de QUnit, de Quality Engineering plus globalement, et de l'impact que ça a sur les métiers finalement dans le monde de l'IT, au sens très large. Donc je vois que votre présentation est déjà dans le stream. Je vais l'ajouter. Hop. Je vais vous laisser la main, messieurs. D'accord. Donc pareil, pour ceux qui veulent mettre des commentaires, pensez à vous connecter sur YouTube. Ça vous permettra d'accéder au chat pour poser vos questions à Antoine et Jean-François, que je pourrai leur partager à la fin de leur présentation. Messieurs, c'est à vous. Je vous laisse la main. Bonne présentation et à tout à l'heure. Merci. Merci Benjamin. Merci pour cette très belle introduction. On en profite aussi avec Antoine pour remercier tous les bénévoles de la Veritas Conf qui font un travail remarquable pour organiser ce type d'événement. C'est toujours un plaisir de participer à des événements qui veulent faire la promotion du Quality Engineering. Donc, pour résumer, merci. Aujourd'hui, on va présenter donc ce sujet sur les métiers de la qualité du Quality Engineering. Comme vous le savez, nos métiers sont en constante évolution depuis un bon moment. Et lors de cette conférence, on va vraiment vous présenter les nouvelles facettes de notre métier. J'espère que vous êtes prêts à découvrir le futur de votre métier. Je pense que ceux qui se sont connectés juste avant sur la conférence de Mano Mano ont déjà vu un bel aperçu de ce qui est possible. Donc nous, on va essayer de compléter ces informations avec cette conférence. Mais avant cela, laissez-moi vous raconter peut-être une petite histoire qui est un peu la mienne et comment je suis arrivé vers du Quality Engineering. Et encore pas si longtemps de ça, pour tout vous dire, environ 4 ou 5 ans de cela, je considère notre métier du test, du testeur logiciel, un peu comme le dernier appât avant l'irréparable, le drame en production. Avec mes équipes, on était vraiment des chasseurs de bugs critiques avant la mise en production. Peut-être un peu basique, mais c'était un peu comme ça qu'on voyait notre métier. Et puis, de plus en plus, on a basculé dans des contextes avec de plus en plus d'agilité, de DevOps. J'ai commencé à échanger avec des gens comme Benjamin, comme avec Antoine et d'autres, et j'ai compris que la qualité était présente à bien des niveaux. Malgré ce constat, on nous demandait toujours, sans cesse, de maîtriser de plus en plus de nouvelles technologies, des nouvelles méthodes de travail, d'acquérir des nouvelles soft skills, et ce afin de garantir la qualité de produits qui vont de plus en plus vite en production. Peut-être un peu trop, vous me direz. La question qu'on peut légitimement se poser alors, c'est est-ce qu'on peut aller de plus en plus vite sans réellement impacter la qualité? Et si c'est le cas, comment? Avec quels outils, quelles méthodes et surtout avec quelles compétences? À partir de ce constat, on a décidé, avec Antoine, d'étudier, d'échanger avec les entreprises qui se posaient cette question-là. Nous avons fait aussi une enquête auprès de notre communauté QUnit sur ce sujet-là.
Aujourd'hui, nous allons donc vous montrer les conclusions de notre démarche et vous allez découvrir au fur et à mesure de notre présentation les nouveaux métiers qui émergent et les entreprises qui ont mis déjà cela en place, que ce soit à l'étranger, mais aussi en France. Et on va vous présenter quelques exemples et vous allez voir que le futur n'est pas si lointain et que pour certains d'entre vous, il est peut-être déjà maintenant. On peut donc résumer cette évolution par se transformer ou disparaître. Ça, ce n'est pas forcément Antoine ou moi qui le disons, mais comme vous pouvez le lire, ce sont bien les patrons d'Amazon et de Cypress qui le mettent en avant. Pour construire notre présentation, nous nous sommes aussi inspirés du dernier rapport de Deloitte sur l'émergence du quality engineering comme étant une top priorité pour les entreprises. Et je vais donc laisser la parole à Antoine qui va vous en dire un peu plus. Merci Jean-François. Donc effectivement, il y a 3 grands chiffres qu'on a retenus dans l'ensemble des documents et qui nous donnent un peu cet effet d'accélération dans l'écosystème. Donc le premier chiffre que vous voyez, c'est la valuation des entreprises. Donc je ne sais plus en français d'ailleurs comment on dit, mais bref, c'est la valorisation sur le marché. Donc il y a plus d'1 million d'euros. On pourrait se dire, c'est beaucoup, ça prend du temps, etc. En fait, ce qui change vachement depuis les dernières années, c'est que cette valuation s'atteint en moins de 2 ans. Et sur le dernier rapport, si vous regardez en ligne les startups qui grandissent le plus vite, en fait, c'est en moins de 6 mois. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que dans nos entreprises plus ou moins historiques, récentes, etc., en fait, en espace de 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, en fait, on peut complètement se faire rattraper par un compétiteur qui a bien souvent une capacité d'action mondiale et qui peut du coup vraiment remettre en question le business dans lequel on est installé. Et en fait, ça se ressent maintenant dans la plupart des secteurs et entreprises. Voilà, je pense qu'on est habitué à se dire, oui, c'est beaucoup dans les social media qu'il y a des startups, ça va très vite, etc., un peu le retail. Et en fait, le deuxième chiffre que vous voyez, c'est 75% des entreprises aujourd'hui ressentent le besoin de développer de nouvelles sources de revenus. Et c'est même plus qu'un besoin, en fait, c'est un besoin de survie. Ils se disent, si je continue à faire ce que je fais aujourd'hui, dans quelques années, je suis en dehors du marché. Et donc ça, c'est pour l'ensemble des entreprises. C'est pour ça qu'on entend de plus en plus parler d'acronymes tech autour de tous les secteurs d'activité. Et donc, c'est bien cette accélération des entreprises qui a la conséquence sur le dernier chiffre, qui est en fait celui du besoin d'accélération de transformation des entreprises par le logiciel. Voilà, c'est là aussi qu'on parle de buzzword, de transformation digitale, etc. Mais en fait, c'est réussir à faire que les entreprises peuvent se transformer plus vite parce qu'elles arrivent à utiliser le software pour réinventer et générer des nouveaux revenus. Et donc ça, c'est ce qu'on voit en termes de transformation, qui transforme aussi la manière dont les acteurs collaborent au sein des entreprises. Et donc, c'est le dernier chiffre qu'on voit qui nous dit que, voilà, sans dire dans le détail ce qu'il y aura, d'ici 2030, donc c'est demain, 85% des métiers existants dans les entreprises auront évolué, donc soit de manière disruptive, avec des nouveaux métiers, comme par exemple data scientist, on n'en parlait pas du tout avant, MLOps engineer, etc., mais aussi des évolutions incrémentales sur d'autres métiers, comme on a pu le voir par le passé avec des apparitions, par exemple, de community manager ou autre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les 3 chiffres qui nous ont marqués et motivés à du coup se focaliser sur l'évolution des rôles donc, pour la qualité et le quality engineering. Et donc effectivement, Jean-François parlait de son expérience sur la qualité qui est parfois un peu vue comme le rempart. Et alors, je peux vous partager aussi que cette équation, enfin c'est même pas une équation qui semble d'ailleurs insolvable, sur laquelle on est souvent confronté même quand on fait du software, c'est est-ce que je vais faire bien, mais du coup je vais aller très lentement, et du coup je risque de me faire taper sur les doigts à un moment ou à un autre, ou bien je vais faire vite, parce qu'on me demande de faire vite, mais je vais très souvent aller vite à court terme, jusqu'à devoir payer le prix de la dette technique, organisationnelle et autres dettes que j'ai accumulées, pour finalement ne plus pouvoir avancer. Et donc, le paradigme qu'on défend, nous, dans le quality engineering, et vous pouvez en savoir plus sur la communauté, en fait, nous, on est convaincus que c'est la qualité qui permet d'aller vite, et qu'en fait, si les entreprises veulent réussir à se transformer et maintenir une croissance de développement et de transformation durable dans le temps, en fait, il faut qu'elles utilisent la qualité comme vecteur d'accélération. Et donc, c'est bien cette transformation-là qu'on veut faire avec le paradigme du quality engineering. Et donc, on a quelques slides pour vous présenter qu'est-ce qu'est le quality engineering dans la définition qu'on a faite. Donc déjà, une notion, c'est que le quality engineering, ça agit sur l'ensemble de la chaîne logicielle. Alors, on pourrait me dire, mais pourquoi on pourrait faire que de la qualité au niveau du software, etc. Ce serait déjà largement suffisant ou au niveau du développement. Mais en fait, il y a un concept qui est celui des facteurs limitants dans des systèmes, qui dit qu'en fait, la performance d'un système, et donc dans notre cas, c'est celle de produire de logiciels pour supporter les processus d'entreprise, elle va tout le temps être limitée par le maillon le plus faible dans la chaîne.
Et donc, en fait, ça veut dire que si on veut réussir à faire que le software permet de réinventer les entreprises, il faut réussir à tout le temps améliorer les maillons faibles de l'entièreté de la chaîne logicielle, et que si on gaspille de l'effort là où ce n'est pas les maillons faibles, en fait, c'est juste du gaspillage d'argent, comme on le voit parfois dans des transformations ratées. Et donc, c'est pour ça que nous, on est convaincus et que le quality engineering est quelque chose qui s'adresse en transverse. Du coup, le slide d'après. Okay. Excuse-moi, ça n'avait pas changé. Ça n'avait pas changé, ouais, ça marche. Et du coup, effectivement, donc on pourrait se dire, basé sur ces principes, mais du coup, c'est très large le quality engineering. Vous voyez ici une série de paradigmes, de concepts, etc. Donc la réponse, c'est oui. Par contre, ce qu'on travaille dans la communauté de quality engineering, c'est justement de créer un modèle actionnable de maturité qui organise ces pratiques pour justement permettre de prendre les pratiques qui ont le minimum d'effort et qui permettent de maximiser la qualité et donc la vitesse de manière graduelle avec le niveau de maturité et la croissance de l'entreprise. Et donc, on organise l'ensemble des pratiques que vous retrouvez ici sur ce slide. Et donc, cette organisation des pratiques, on l'a définie autour d'un framework qu'on a appelé donc MAMOS. Et donc, ça, c'est aussi basé sur une expérience personnelle. Parce que moi, j'étais beaucoup, en fait, dans mon expérience, dans la partie architecture qui englobe le software et la technologie. Et je vous parlais des facteurs limitants. Et en fait, j'ai fait pas mal de transformations DevOps, cloud, automatisé, self-service développement, etc. Et en fait, une fois qu'on avait fait tout ça, on n'allait pas forcément plus vite. Et en fait, j'ai eu l'opportunité après de pouvoir agir sur les autres leviers que vous voyez ici dans MAMOS, donc les méthodes, remonter sur la chaîne, donc c'est ce que vous retrouvez dans les paradigmes de Shift Left, adresser le leadership et le management, porter une vision, aligner l'organisation avec l'architecture qu'on veut construire, et aussi, bien sûr, adresser les compétences. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi et la communauté, on est vraiment convaincus que le quality engineering, ça doit s'adresser sur ces 5 axes, et c'est à travers ces 5 axes qu'on peut mettre en place des transformations durables et pas faire un effet flop. Et donc, aujourd'hui, pour bien cerner ce qu'on va partager, on va vraiment se focaliser sur la part de pizza skills, donc compétences, et pour le public de la qualité. Voilà. Sachant que le quality engineering concerne aussi les populations software, product management. Tout à fait, Antoine. Et d'ailleurs, je vais essayer de faire un petit exercice de vulgarisation du quality engineering pour un peu résumer ce que tu as dit. Parce que très souvent, on fait un raccourci entre qualité assurance et quality engineering, ou encore quality assistance et quality engineering. Peut-être que si vous l'avez vu la conférence précédente de mano à mano, c'est peut-être déjà un peu plus clair pour vous. Mais on a essayé de faire un peu un schéma pour vous expliquer ça et pour vous dire qu'en fait, ces activités, il faut les voir un peu comme un emboîtement de compétences. Donc dans la QA, la Quality Assistance va englober la QA, et on va permettre de tendre vers du Quality Engineering qui ne représente pas que ces deux types d'activités. Voilà. Le Quality Engineering ne se restreint pas à une seule pratique, mais bien à un éventail d'activités permettant de tendre vers du Quality at Speed. L'objectif est bien évident de rendre les équipes et les projets autonomes en termes de qualité pour qu'ils puissent utiliser les meilleures techniques, les meilleures méthodes, mais pas que celles de qualité en termes d'assurance ou d'assistance, mais bien sur toutes les meilleures pratiques du marché de façon transversale. Vous pouvez voir que ce soit de l'architecture, du DevOps, du Lean Management ou du Software Craftsmanship. Comme vous pouvez le constater, le Quality Engineering donc, ne se résume pas ni à de la qualité assurance, ni à de la qualité assistance, mais ça correspondrait plus à une base, voire une étape ou une transition qui permettrait finalement de tendre vers un état de Quality Engineering. Mais sur ce point, je vais laisser Antoine vous en dire un peu plus. Oui, donc effectivement, je vous parlais d'organisation du quality engineering avec des modèles de maturité. C'est d'ailleurs ce qu'on va partager dans des futurs talks. En fait, ce qu'on a commencé à travailler, c'est effectivement au travers d'analyses de cas d'études, de voir en fait ce que vous voyez en haut, c'est la scalabilité business qui se voit en partie par le chiffre d'affaires et le développement de l'entreprise à travers divers indicateurs business et software. Et ensuite, on retrouve quelles sont les pratiques, en fait, quels sont les escaliers que les entreprises ont prises pour justement améliorer leur niveau de qualité de manière graduelle sur un niveau de maturité atteignable et qui leur ont permis justement d'accompagner la croissance du business en haut et en bas d'accélérer le speed tout le temps continu, mais de manière contrôlée. Donc, ce n'était pas une accélération décontrôlée qui a fait une accumulation de dettes et puis justement une perte de vitesse des entreprises. Et donc, vous retrouvez ici les divers modèles que vous entendez des fois parler, donc de quality assistance notablement.
Et après, il y a des débats sur les termes qu'on va essayer de clarifier dans le quality engineering en termes de liste. Et donc ici, vous retrouvez divers modèles entre une intégration de la qualité en niveau 2, le quality enablement en niveau 4, et puis du quality engineering finalement en niveau 5. Et donc le message, c'est bien qu'il y a divers niveaux de maturité de quality engineering, et que bien sûr, l'enjeu, c'est pas forcément d'atteindre le niveau 5, c'est de faire que l'entreprise passe les différentes étapes grâce au logiciel. Tout à fait, Antoine. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on cherche tous, déjà à l'heure actuelle, les meilleurs profils, les meilleurs talents pour faire de la qualité assurance, pour faire de l'automatisation des tests, afin de les intégrer dans nos équipes et donc essayer d'améliorer la qualité de nos produits. Donc, je suis sûr que vous cherchez aussi régulièrement des automaticiens, des test leads pour accompagner vos projets. Mais avec le quality engineering, on va chercher des profils avec de nouvelles compétences pour supporter des cycles d'itération qui vont être de plus en plus rapides. Ça veut dire pouvoir mettre peut-être plusieurs fois en production par jour. Ces nouvelles compétences vont impliquer aussi l'émergence donc de nouveaux métiers que nous allons vous présenter dans un instant. Et donc, on va être amené à faire face à de nouveaux challenges qui vont être de définir quels vont être les impacts sur notre métier de testeur et comment aussi on va faciliter le développement de ces nouvelles compétences dans l'écosystème actuel. Nous allons donc essayer d'y répondre et de vous donner des pistes de réflexion. Pour mettre en perspective l'évolution et la transformation de notre métier, vous pouvez voir différentes activités lors de la phase d'un développement d'un produit. Aujourd'hui, une bonne partie des activités de test se font en agile et se résument bien trop souvent à un testeur professionnel qui fait de l'automatisation. C'est certes un raccourci, ça dépend bien sûr du contexte, de l'expérience et de plein d'autres facteurs culturels à une entreprise. Ce qu'on voit avec le quality engineering et ce qu'on essaie de vous expliquer lors de cette conférence avec Antoine, c'est que notre métier évolue avec beaucoup plus de transversalité et donc il va falloir regarder ce qui se passe sur l'ensemble de la chaîne logicielle. Par exemple, et ça reste qu'un exemple, on peut voir qu'il va falloir mieux maîtriser la notion de product management. Donc, Benjamin ne me contredira pas en disant qu'il faut maîtriser l'example mapping ou le BDD et la gestion des exigences en amont lorsqu'on fait du test, mais aussi sur la phase plus en prod, de pouvoir gérer beaucoup plus d'observabilité, de comment les produits sont utilisés en production et comment on peut mieux les tester et mieux améliorer nos produits. Et c'est là qu'on va faire du quality engineering. Et une fois de plus, ce n'est pas que le testeur qui va faire du quality engineering, mais c'est les ensembles des acteurs de la chaîne logicielle qui doivent contribuer à cela. Au-delà de cet exemple qui est somme toute basique, je vais essayer de vous définir les compétences qu'on attend aujourd'hui pour faire du quality engineering. On a essayé avec Antoine de vous représenter de façon non exhaustive par un nuage de mots qui est en train d'apparaître les compétences nécessaires. Comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup. Par contre, voilà, je ne sais pas pour vous, mais déjà, moi, à l'heure actuelle, on me demande régulièrement de nouvelles compétences sur l'outillage, sur les méthodes. On va me demander de maîtriser le test exploratoire, le shift left, le shift right, des nouvelles méthodes d'organisation, de l'agilité, du safe, de nouveaux outils qui sont du test, mais pas que. Jenkins, Docker, Kubernetes, Robo Framework, entre autres. Et de plus en plus de compétences qui vont bien au-delà de mon métier original. Maîtriser la communication, l'observabilité, les performances, et accompagner les métiers sur leurs critères d'acceptance, comprendre le software Craftmatshift, et j'en passe. Pas plus tard que la semaine dernière, avec Antoine, on échangeait avec un groupe d'automaticiens qui nous indiquait qu'ils commençaient à mettre en place Playwright et qu'ils cherchaient à être accompagnés sur ce sujet-là. Donc, personnellement, je trouve ça vraiment passionnant, enrichissant, et ça me permet d'assouvenir ma curiosité au quotidien. Mais en toute franchise, je ne sais pas vous, il arrive un moment où mon état émotionnel va être celui-ci. C'est peut-être un peu le cas pour vous aussi. Pour éviter cela, avec Antoine, on a donc eu une réflexion pour construire une gestion des compétences par étapes pour aller vers les nouveaux métiers du quality engineering qui émergent. Ne vous inquiétez pas, on va présenter ces nouveaux métiers dans très peu de temps. Antoine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment on va gérer cette stratégie des compétences? Oui. Effectivement, donc en fait, ce qu'on va vous partager, ce n'est pas un modèle qui s'applique qu'à la qualité. En fait, c'est pareil, c'est basé sur une étude d'évolution des métiers, pas uniquement appliqué à l'IT.
En fait, ce que ça montre, c'est l'aspect. On parlait de transversalité, et ça montre deux sujets, c'est la transversalité des compétences et l'aspect formation continue qui se matérialise dans les entreprises les plus avancées. Donc sur la gauche, en fait, on se retrouve dans le modèle industriel historique, qui est malheureusement parfois celui encore de certaines équipes IT, qui est on forme des gens à faire un seul métier, et puis voilà. La plupart des entreprises et des profils qu'on connaît sont quand même plutôt vers la deuxième étape, qui est donc T-shape. Donc on vient rajouter un autre lake de compétences et on évolue le plus souvent vers du P-shape, donc en combinant une expertise cœur, une expertise complémentaire et puis une expertise plutôt transverse d'agilité, de processus, de gestion de produits, etc. Et en fait, ce qu'on voit dans la plupart des études sur les évolutions des métiers dans des systèmes plutôt contraints, et donc je pense qu'on est tous dans le même bateau avec le problème des ressources et des compétences sur le marché de l'IT, en fait, qui montre que la plupart des ressources, pour survivre et pour avoir une meilleure valeur sur le marché, capacité d'adaptation, les entreprises doivent réussir à développer le dernier modèle au maximum, qui est donc le modèle CompShape, et on a mis ici des exemples, mais qui en fait montrent qu'il y a une complémentarité des compétences qui sont créées, et qu'en fait, on tombe moins dans on va dire, des stéréotypes et des silos en disant je veux tel rôle qui est plutôt un T-shape, où on définit très précisément les job functions. En fait, on va plutôt aller chercher des gens plutôt malléables et qui sont par contre capables d'apprendre et d'agir en transverse sur l'ensemble de la chaîne logicielle. Et en fait, c'est aussi ça ce qu'on a trouvé intéressant de vouloir partager sur les métiers de la qualité, parce qu'en fait, c'est une véritable opportunité pour les gens, du coup, de justement pas se rester enfermés dans des silos ou des stéréotypes de fonctions, mais justement de pouvoir démarrer sur la gauche en E-shape, T-shape, et par l'amélioration continue, la formation continue, l'apprentissage, d'aller le maximum vers la droite. Et donc en fait, ce que ça montre, c'est qu'on a vraiment une QA en évolution dans les 4 directions. Donc vous avez sûrement entendu parler régulièrement de celle à gauche et à droite, donc en disant il y a du shift left, donc qui est je remonte la chaîne de produits, l'upstream, la conception, j'essaie de réfléchir mieux sur le papier à ce que je vais faire avant de l'implémenter, ça coûte moins cher, je m'adapte mieux. Et après, vous avez le shift right qui est je vais plus proche des opérations, du client, de l'utilisation du produit, etc. Et donc ça, c'est déjà 2 directions qu'on voit certains profils de QA prendre. On vous montrera après comment ça se formalise en disant moi, j'ai plutôt une appétence fonctionnelle produit, je vais plutôt aller sur la gauche, c'est plus ce qui m'intéresse, ou plutôt tech, etc. Je vais plutôt aller sur la droite et le craftsmanship, etc. Et on voit aussi d'autres évolutions du paradigme de QA qu'on entend un peu moins parler. Donc, il y a le Shift Up qui est poussé par Iman Benlekeal, qui est au Canada, par exemple, qui est en fait cette partie de compréhension de la valeur qualité à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et on vous parlait de quality engineering et enjeux de transformation des entreprises et de compréhension de la valeur du logiciel. C'est bien un exemple de compréhension que la qualité logicielle, c'est plus une option. C'est d'ailleurs ce que nous on défend, c'est ce qui nous apporte la vitesse. Et vous avez aussi le shift, alors ici on l'a appelé shift down, si vous n'avez pas trop à lire en blanc. Alors le down, c'est surtout ce qui est les requirements non fonctionnels. Donc on est habitué déjà à parler de sécurité, observabilité, performance. Mais en fait, ces requirements, il y en a de plus en plus. Utilisabilité, portabilité, réversibilité, je peux faire une liste assez longue comme ça. Et en fait, c'est des requirements qui sont en train d'évoluer, dans lesquels il y a bien des métiers qui se spécialisent. Par exemple, on peut vraiment être spécialisé en qualité logicielle dans la sécurité. Et c'est un exemple de cette évolution de paradigme. Et donc, ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de choix et de plus en plus d'opportunités à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve sur donc si vous ne l'avez pas regardé, je vous conseille fortement, donc c'est le rapport sur la qualité logicielle 2022-2023. Donc on en a extrait un slide qui était pertinent par rapport à ce qu'on voulait partager aujourd'hui. Et donc ce que vous voyez sur ce slide, en fait, c'est les demandes des entreprises en termes des compétences les plus recherchées sur le marché, donc de manière très récente. Et donc ce que vous voyez en premier, on parlait de transversalité, c'est bien les skills cross-fonctionnels qui sont les plus recherchés. La connaissance business, donc sur le shift left, mais bien sûr en compréhension transverse. Quand on fait du shift right, on va aussi vers le client. Et après, on retrouve de manière très forte, donc il n'y a pas un écart significatif, mais donc les exigences non fonctionnelles de performance, sécurité, observabilité, etc., sont en fait dans le top. Ce n'est pas anodin, si vous suivez le rapport Accelerate, vous voyez qu'on a maintenant ajouté la reliability et la sécurité comme un indicateur aussi fort que le fait de livrer rapidement avec stabilité. Donc en fait, ça devient plus optionnel pour garder les clients et développer des entreprises, mais ça montre bien qu'il y a vraiment des opportunités à tous les niveaux et c'est plus émergent, c'est un besoin vraiment maintenant que les entreprises ont. Tout à fait, Antoine. Ce qu'on peut dire, c'est que les entreprises, pour ça, ils ne recherchent pas
le CompShape, le profil ayant toutes les compétences. Donc, le super profil qui va résoudre tous leurs problèmes. Globalement, ce qu'on peut voir avec toi, Antoine, c'est qu'elle cherche plus d'un profil T ou P-shape, c'est-à-dire avec une et surtout plutôt au moins 2 compétences profondes et avec surtout une capacité à acquérir rapidement de nouvelles compétences pour tendre vers un profil le plus complet possible. Donc, à partir de ce constat-là, on peut voir que les entreprises qui ont mis en place le Quality Engineering ont fait émerger 6 grands rôles à date. Les 2 premiers qu'on va vous présenter sont peut-être ceux que vous connaissez le plus aujourd'hui dans votre métier actuel. On va dire le QA ingénieur, le testeur agile, l'automaticien qu'on trouve dans les projets, mais qui va avoir une curiosité de plus en plus grande sur les autres métiers, sur la partie notamment shift left et shift right, donc il va essayer de maîtriser de plus en plus les contextes et les concepts d'agilité, de pipeline, de gestion des exigences, voire d'observabilité, pour mieux travailler avec les équipes sur tout le long de la chaîne et améliorer la qualité à son niveau. Le deuxième qu'on voit, c'est celui qu'on a appelé le Quality Engineering Manager. Donc c'est historiquement ce qu'on appelait le manager, le test manager, qui aujourd'hui est de plus en plus un test lead, voire un servant leader qui va avoir comme objectif de développer dans son écosystème les compétences pour que tout soit le plus performant possible et de mettre en place une qualité logicielle optimale. Et c'est souvent ce type d'acteur qui va mettre en place des communautés de pratique, de tests, de quality assurance, voire de quality engineering. On voit aussi 2 autres rôles émerger fortement. Le Quality Engineer Craft, donc Software Craftsmanship, qu'on voit de plus en plus. Donc, c'est souvent des profils dev qu'on voit. Donc, c'est une bénédiction de travailler avec ce type d'acteurs qui vont avoir comme objectif de livrer un code optimisé, maintenable et qui va faciliter donc le travail du QA et qui va avoir pour lui permettre peut-être de travailler sur des stratégies de test beaucoup plus ambitieuses, peut-être mettre en place du texte exploratoire parce qu'il va avoir beaucoup plus de confiance dans le système livré et il ne va pas être dans le surcontrôle et devoir tout revérifier. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, la démarche Shift Left va être améliorée et surtout, ce qu'on est en train de voir, c'est que des profils QA automaticiens mettent en place de plus en plus cette démarche de craft avec du clean code, avec du TDD, avec des pratiques entre le dev et l'automatisation qui sont de plus en plus identiques. Et donc, en termes de communication, en termes d'échange, en termes de communication et d'objectifs communs, ça facilite forcément la qualité et la stratégie du test et de qualité de livraison des produits associés. Un autre profil qu'on voit énormément émerger, c'est le Quality Engineering Advisor. On entend aussi le terme de Quality Coach, qu'on peut voir dans Modern Testing, de coach test. Ça peut être dans des projets qui vont mettre en place la quality assistance, mais aussi des projets qui vont vouloir accompagner les équipes dans leur transformation et améliorer leur qualité et qui ont quand même des QA. Le but, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs projet et pas forcément que des QA. Et on le voit régulièrement et notamment, moi, je l'ai mis régulièrement en place dans des projets qui basculaient en agilité et en DevOps, ou voire qui passaient à l'échelle. Et aussi, Antoine l'a mis en place dans sa structure pour faciliter le quality at speed. On voit donc aussi 2 derniers profils émerger qui sont le Product Quality Engineer. Donc là, on est vraiment plus sur un profil proche méthode, business, qui va essayer d'emmener les équipes sur de l'amélioration continue de produits et de pratiques au niveau cross-fonctionnel. Dans sa boîte à outils, on trouvera souvent des choses comme de l'example mapping, du BDD, du design sprint, du feature mapping. En fait, tout ce qui va essayer d'apporter le plus de valeur ajoutée le plus rapidement possible. Comme le disait Antoine, on peut avoir la meilleure chaîne d'intégration continue et de déploiement continu. Si on n'est pas capable de déployer de la valeur, de la haute valeur ajoutée rapidement, on va déployer que des petites choses qui n'ont pas un grand intérêt. Et donc là, on ne sera pas dans le quality at speed. Donc le but, ce n'est pas que ça devienne un point de contention, mais plutôt qu'il l'accélère. Le dernier profil qu'on voit émerger, c'est ce qu'on a appelé le Platform Quality Engineer.
On entend souvent aussi le rôle de test ops sur ce type de profil. Donc, ça va être des profils qui vont favoriser l'industrialisation des environnements et des jeux de données en mettant vraiment en place des processus et des outils, notamment autour des pipelines d'intégration continue, de déploiement continu qui peuvent aller même dans le cloud, le cas échéant, si cela est envisageable. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont vraiment des tendances que nous voyons actuellement. Mais bien sûr, d'autres rôles vont émerger dans les semaines, les mois ou années à venir. Et certainement, si on refait cette présentation dans 6 mois ou un an, on vous présentera d'autres rôles. Certains auront disparu et d'autres auront apparu ou fusionné entre eux. Nous ne le savons pas encore. Mais concrètement, vous dites, je vous présente des rôles, mais est-ce qu'il y a vraiment des entreprises qui mettent ces profils et ces rôles en place? Ben, la réponse est oui. Et pour vous le prouver, en fait, on a pris des copies d'écran d'offres d'emploi qui existent en France et à l'international, et qui étaient en ligne. Je ne sais pas s'ils sont tous encore en ligne, mais on voit bien que c'est une tendance qui existe et on ne sort pas ça forcément de notre chapeau. Et cette tendance est comme bien souvent venue de l'international avec Atlassian qui a lancé notamment cette démarche de quality assistance, mais il y a d'autres entreprises qui ont suivi le pas. On peut dire Airbnb, Spotify, Dashlane, Netflix sur certains points. Et en France, on n'est pas en reste parce qu'il y a des entreprises qui mettent déjà ça en place, notamment beaucoup dans le retail et dans l'e-commerce. On peut voir que Cdiscount recherche des quality engineering dans ses équipes projets, mais aussi des quality advisors. Mano, qui a fait une super présentation juste avant, va mettre une démarche de quality assistance, donc avec l'obligation de ne plus avoir de testeurs dans les équipes, mais voilà, avec une forte culture de la qualité au sein des équipes produits. On peut aussi noter une scale-up comme Encore Store, qui est aussi sur le même modèle et qui met en place des marketplaces. Ces trois enseignes, ainsi que je pourrais aussi dire Decathlon, ils ont en commun surtout un marché hyper concurrentiel, où le Quality at Speed devient un véritable enjeu stratégique. C'est pour ça qu'ils vont dans cette démarche de Quality Engineering. Mais ce n'est pas les seuls à tenter sur une partie de leur secteur IT de tendre vers du Quality Engineering. Je pourrais vous citer en France Orange, qui a mis en place des coachs test et du software craftsmanship. Dans le domaine de la banque, je pourrais vous citer la Société Générale, qui aussi a une démarche de software craftsmanship. Et pour terminer, je peux aussi vous citer SNCF Connect, qui, à ma connaissance, a été la première entreprise française à avoir mis en place le Chaos Engineering, qui est, en termes d'outils et de moyens de Quality Engineering, quelque chose de très ambitieux. Bien sûr, chaque entreprise va adapter les postes, les approches, et en fonction de leur vision et de leur culture d'entreprise. Par contre, ce qui les réunit, c'est la culture de la qualité qu'ils veulent mettre en place au sein des équipes et qui doit permettre de répondre à cette question. Comment livrer plus vite avec la meilleure qualité possible? Vous dites peut-être, au stade de cette présentation, mais est-ce que ces rôles peuvent s'adapter à mon organisation ou quelle organisation je dois essayer de mettre en place pour avoir ces nouveaux rôles? Donc, afin de se projeter, Antoine, est-ce que tu peux nous dire les modèles d'organisation possibles pour mettre en place du Quality Engineering? Oui. Donc en fait, effectivement, on peut se poser la question. La plupart des démarches qu'on voit de transformation d'entreprise qui justement subissent cette pression de réinvention, de générer des nouveaux revenus. Donc on a des entreprises d'un point de départ qui peuvent être ce qu'on a ici appelé d'organisations traditionnelles, qui sont en fait assez proches d'organisations industrielles, où on considère la QA active à un moment dans l'étape de livraison logicielle, normalement assez tard dans la chaîne, et très souvent on ne l'écoute pas forcément, ou bien on dit que c'est sa faute quand ce n'est pas livré à temps ou au niveau de qualité. Donc ça, c'est les organisations qui sont plutôt vouées à disparaître. La plupart des entreprises qu'on voit ont adopté des démarches de type agilité, il y a plusieurs démarches possibles, et le plus souvent combinées à une démarche DevOps, en fait, avec une fluidification des flux de développement qui est assez différente d'une démarche agile. Et donc il y a des entreprises qui adressent ça. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un peu plus de gens et de profils dédiés à la chaîne logicielle qui permettent d'itérer plus vite avec un meilleur alignement sur le produit à construire pour le business, un meilleur focus sur la valeur et déjà une meilleure démarche d'automatisation, de développement via les démarches DevOps et les évolutions des plateformes. Et donc, la question, c'est comment est-ce que dans cet environnement, on peut mettre en place du Quality Engineering?
Donc déjà, le focus sur le quality engineering, ce qu'on doit réussir à faire, c'est sur l'ensemble des cases que l'on voit, réussir à y injecter la qualité au bon niveau pour justement permettre d'accélérer. Et donc l'enjeu, c'est via les profils qu'on vous a présentés, plutôt malléables, e-shape, t-shape, comp-shape, etc., de réussir à les couvrir sur les équipes que l'on choisit comme les plus importantes. On ne peut pas adresser toutes les équipes dans une transformation, en tout cas au départ, d'aller augmenter le niveau de qualité par une approche de quality engineering et donc aller venir élever le niveau par la composition des compétences. Et donc vous voyez que sur les deux schémas de droite, en fait, c'est pas exactement le même modèle. On vous montrait que les rôles sont assez différents en fait par rapport à ce que les entreprises ont comme définition. On voit on peut composer son propre profil de quality engineer en fonction de ce que l'on voit et plutôt être proche d'un des profils que Jean-François a présenté. Et donc le deuxième message aussi de ce slide, c'est qu'on n'a pas forcément besoin comme prérequis de faire de l'agilité ou du DevOps pour aller vers du quality engineering. C'est des approches complémentaires. D'ailleurs, les approches agiles DevOps ont plutôt tendance à s'inclure dans une démarche de quality engineering. Et donc, c'est ce qu'on va voulu vous montrer dans ce passage, donc l'aspect composition et modulaire d'une démarche de transformation quality engineering. Tout à fait, Antoine. Et d'ailleurs, on va essayer de vous montrer des exemples de parcours pour voir un peu comment vous pouvez composer un ensemble de compétences pour tendre vers ces nouveaux rôles. Donc, on a fait un exercice de style qui n'est pas si facile que ça pour se projeter. Et pour simplifier la démarche, en fait, on est parti des deux rôles qui sont le plus répandus aujourd'hui, notamment en France, qui sont le testeur fonctionnel et l'automaticien. Et comme vous pouvez le voir sur l'animation, on a des exemples qui peuvent permettre à ces deux profils d'évaluer vers les différents métiers du quality engineering que j'ai présenté précédemment. Bien sûr, de nombreuses passerelles sont possibles, mais pour un souci de visibilité, nous n'avons pas surchargé le contenu de cette slide avec tous les chemins possibles pour tendre vers ces métiers. Par contre, ce que vous pouvez remarquer, c'est que nous avons l'opportunité de composer en fonction de notre expérience, de notre vécu, les différentes compétences métiers et pour tendre soit vers plus une composante technique, soit plus fonctionnelle, soit plus méthodologique. Par contre, il est vraiment indispensable de maintenir une curiosité sur l'ensemble du spectre pour pouvoir basculer plus facilement d'un rôle vers un autre, voire vers un nouveau rôle qui va émerger dans quelques mois ou années. Nous vous montrons aussi que des profils qui viennent du développement, du management, des ops, aussi vont tendre aussi vers du quality engineering. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, il va être indispensable de vraiment se former techniquement et méthodologiquement à ces métiers afin de s'adapter à ce changement et de ne pas le subir comme ça peut arriver sur d'autres transformations plus ou moins récentes. Donc, nos entreprises, ils ont certes un rôle à jouer en proposant les formations les plus adaptées au contexte, mais pour aller plus loin, je dirais même pour aller encore plus vite et plus fort, pour rester dans le thème de l'agilité at speed, je vous recommande de mettre en place, avec Antoine, on vous recommande plutôt de mettre en place des structures de mentoring pour pouvoir accompagner les testeurs dans cette montée en compétences et de faire un focus notamment important sur les soft skills, comme la communication ou la présentation de sujets qu'ils pourraient faire en plein air sur des sujets complexes qu'ils ont pu mettre en place. Il est vraiment indispensable de les accompagner et de les mettre en situation pour maîtriser ces compétences qui ne sont pas que techniques. En effet, si on a des compétences, ces soft skills qui sont développées, on va pouvoir plus facilement échanger, collaborer et apprendre de nouvelles compétences. Donc échanger, collaborer, communiquer et surtout être curieux, ce sont certes des compétences, mais c'est surtout une mentalité qu'il faut qu'on ancre au quotidien dans nos équipes. Pour cela, on doit vraiment favoriser les retours d'expérience, les propositions et les présentations pour développer ces soft skills. Et c'est ce que nous essayons de faire avec Antoine au quotidien, avec nos équipes, mais aussi auprès de notre communauté Q-Unit. De votre côté, vous pouvez aussi bien sûr faire bouger les lignes en vous réinventant en continu, afin d'appréhender cette qualité de speed qui est de façon transversale sur tout le long de la chaîne logicielle. Le quality engineering, il faut voir ça comme une démarche itérative et pas de se dire du jour au lendemain, j'ai appris les compétences et je fais du quality engineering. Pour cela, on vous conseille plusieurs choses. Alors, premièrement, de continuer à venir à des conférences comme celle-ci pour voir les nouvelles pratiques, les nouveaux sujets qui émergent et pouvoir
être au fait de ce qui va arriver. On vous encourage aussi à proposer des sujets dans des meet-ups internes ou externes et de vous former aussi en continu. On a la chance aujourd'hui d'avoir un bon nombre d'outils à notre disposition, je dirais même à portée de main. Open Classroom, Udemy, un bon nombre de contenus aussi sur YouTube est fait par un bon nombre de personnes reconnues dans le quality engineering, donc profitez-en. Faites aussi de la veille technique et surtout méthodologique. Voilà, l'un sans l'autre, c'est un peu compliqué. On vous encourage à le faire régulièrement. Et surtout, échanger avec vos collègues, échanger avec vos pairs, avec les développeurs, avec les PO, avec les DevOps. Alors, si c'est un peu compliqué pour vous de faire cette démarche-là directement et dire hey, comment tu travailles, qu'est-ce que tu peux faire, comment on peut améliorer la qualité ensemble, participer à leur communauté de pratique. Personnellement, quand j'ai pu assister aux communautés de pratique DevOps ou d'agilité ou de software craftsmanship, j'ai appris énormément de choses et ça a amélioré mon travail que je faisais actuellement et j'ai pu aussi proposer des choses pour mieux travailler avec eux. Donc, c'est vraiment une aubaine de croiser les compétences et de travailler ensemble et de comprendre leur langage et leur façon de faire. Et surtout, comme je l'ai dit juste avant, trouver un mentor, que ce soit dans votre entreprise ou en extérieur pour pouvoir faciliter ces pratiques et de prendre les bonnes pratiques le plus rapidement possible. Pour résumer, je vous dirais, soyez curieux et formez-vous. Mais Antoine, est-ce que si l'organisation des entreprises de nos auditeurs, j'ai envie de dire, ne le permet pas encore, est-ce que nous, on peut leur donner quelques pistes pour essayer de se réinventer en continu? Oui, effectivement, je pense que, j'ai plus le chiffre en tête, mais je pense que c'est plus de 70% de l'apprentissage vient par la pratique. Donc, je pense que c'est vraiment la proactivité de chacun et le potentiel support managérial, mise en situation qui permet de faire la différence. Donc là, comme on a souvent la question de quels contenus sont intéressants en premier pointeur pour creuser ce qu'on a partagé, côté produit, engineering ou qualité. Donc, on vous a mis ici divers contenus que nous, on juge pertinents en première porte d'entrée. Vous pouvez aller consulter. Donc, la plupart sont gratuits sur le contenu, donc soit français ou anglophone. Et vous avez le QR code si vous souhaitez rejoindre la communauté QUnit. Voilà, mais l'idée, c'est bien sûr que ce n'est pas une liste figée. C'est plutôt une porte d'entrée sur le développement de chacun personnel qui est, comme vous l'avez vu, d'ici 2030, on fera tous probablement plus la même chose. Et donc, c'est charge à nous de savoir se réinventer. Merci à tous et place aux questions. Ouais, je reviens dans le stream pile au bon moment, j'ai l'impression. Merci Antoine, merci Jean-François, super présentation. Il y a plusieurs questions qui sont posées, mais moi j'en ai une qui me vient vraiment en tête, notamment sur l'aspect conclusion. Justement, se réinventer avec tous ces métiers, toutes ces compétences, tu l'as montré tout à l'heure avec le gif de la personne qui explose. Ne va-t-on pas aussi créer une forme d'inégalité entre certaines personnes qui auront vraiment une capacité, je parlais de capacité, parce qu'on sait très bien que selon les carrières, selon l'âge, selon le contexte aussi social, on n'est pas tous égalitaires face à la possibilité d'accueillir un nouveau savoir, que ce soit en termes de temps aussi. Quelqu'un qui a 4 enfants ou 5 enfants avec lui, alors peut-être pas la même capacité de temps à dégager, la même énergie à dégager. Et surtout, il y a des entreprises qui ne mettent pas, en termes d'employabilité, des moyens aussi pour que ces personnes-là puissent, sur le temps du travail, se former. Et donc, avec tous ces métiers qui se réinventent, toutes ces compétences croisées dans tous les sens, quel est votre sentiment, vous, sur, vraiment ma question, c'est celle-ci, quel est votre sentiment, vous, sur une forme finalement de profil à plusieurs vitesses et d'évolution à plusieurs vitesses qui pourrait s'installer dans le futur? Je fais un début de réponse, Antoine, je te laisserai compléter. C'est une très bonne question déjà, Benjamin. En effet, mais je pense que c'est déjà le cas dans bien des métiers. Et le fait est qu'aujourd'hui, et j'ai l'impression encore plus dans nos métiers de testeurs, on a eu 10 ans où il y avait l'agilité et le DevOps et on a continué à se dire on va former que des testeurs fonctionnels, que ce soit en reconversion professionnelle ou même dans nos métiers, même des ingénieurs qui sont restés là-dedans et ils n'ont pas vu cette évolution tech et méthodologique. Et je dis bien méthodologique parce que quand on parle de Quality Advisor, j'ai des profils fonctionnels qui connaissent très bien des complexités métiers et qui sont capables de faire des stratégies et de les accompagner. Et en fait, l'avantage d'avoir d'autres rôles qui vont émerger, c'est qu'on peut prioriser peut-être un petit pas de côté vers une compétence qui est plus de l'ordre du blocage mental que de la vraie compétence profonde à amener
pour pouvoir s'emmener de les autres et apprendre à communiquer notre expérience aux autres, parce qu'on avait l'habitude de travailler tout seul dans son coin, peut-être parce qu'on était beaucoup en cycle en V, et de pouvoir avancer dessus. Donc en fait, il va y avoir plusieurs rôles. Nos entreprises, il faut forcément qu'elles se réveillent parce qu'elles ne peuvent pas acheter la compétence toujours à l'extérieur sur le marché parce qu'elle existe de moins en moins, cette compétence, que ce soit en étranger ou en France. Donc les entreprises vont devoir sincèrement mettre un petit coup d'accélérateur sur les formations, chose qu'ils n'ont pas fait avant s'ils veulent être au niveau tech. Par contre, oui, nous, on doit essayer de le faire au maximum dessus. C'est ce qu'on fait en prenant notre temps dans la communauté QUnit. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut nous poser des questions sur comment y arriver, on prend le temps de lui expliquer et de voir par quel bout il peut prendre le sujet. J'ai envie de dire, il va y avoir plusieurs réponses et ça va vraiment dépendre de la personne. Mais je suis d'accord, on n'a pas tous la même bande passante pour le gérer. On ne va pas dormir 2 heures par nuit pour le gérer. Mais c'est comment on va réussir à se dégager du temps pour pouvoir le faire au moins un tout petit peu et faire un minimum de la veille. Et parce qu'après, à la fin, le risque, c'est un peu trash, c'est l'inemployabilité quand le marché sera totalement retourné. Donc le fait est que c'est ça qu'on dit en fait. C'est un constat peut-être amer. Et de dire, les entreprises ont un rôle, nous aussi, si on peut le faire, on le fait. Donc oui, il y aura un marché à 2 vitesses, ceux qui ont plus de temps, ceux qui ont plus de facilité, et les autres vont arriver certainement dans un 2e ou 3e temps. Il ne faut pas les laisser sur le bas-côté. On ne va pas prendre 200 personnes, les licencier et recruter 200 personnes nouvelles. Ça, c'est pas... On n'est pas chez Twitter. Globalement. Donc on fait des choses plutôt bien. Antoine, si tu veux compléter. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est un des challenges. Je pense que ce qui pourra nous aider, mais effectivement, je pense qu'en termes, je parlais de formation continue, je pense qu'on est très loin de ça dans beaucoup d'entreprises, encore moins de tous les jobs qui ne sont pas dans l'IT. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Il y a des trends technologiques qui vont peut-être nous aider sur, OK, on fait du low-code, on isole des fois des complexités technologiques avec du platform engineering. C'est aussi un moyen de dire, vous travaillez sur cet écosystème, vous ne vous préoccupez pas du reste et vous êtes un peu isolé dans votre écosystème. Ça, je pense que ça va aider, ça ne va pas tout changer, clairement. Par contre, ce qui va manquer très globalement pour moi, c'est le changement. Je parlais, le software engineering, c'est un système qu'il faut améliorer en profondeur pour le changer. Je pense qu'il y a une refonte du système d'éducation qui doit être refait et ça, c'est bien plus large que le quality engineering. Donc là, je pense qu'il y a une responsabilité déjà à court terme, moyen terme, plutôt managériale en fait. Sur les incentives, la manière dont on valorise les gens, comment ils se forment, savoir dédier du temps aussi. Je sais que c'est pas évident, mais tu parlais, Benjamin, les gens qui ont pas le temps perso. Des fois, il faut savoir combiner. Enfin, c'est pas évident, mais il faut réussir aussi des fois. Il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent à former les gens au moins une certif tous les 6 mois, 1 an, alors qu'ils ont plein d'exigences, plein de contraintes, etc. Donc, je pense qu'on peut tous y arriver, mais effectivement, je pense qu'il y a un gap qui va se creuser, je pense, entre ceux qui ont le temps d'être plutôt au niveau d'exigence et ceux qui vont plutôt essayer de suivre, en fait. Ouais, merci. On peut faire le parallèle avec les entreprises aussi qui le font avant les autres et qui vont gagner des marchés avant. C'est un peu la même chose. Les early adopters ont forcément toujours un coup d'avance par rapport aux autres. Ça rejoint un commentaire. Je cite se réinventer en continu n'est selon moi plus une option, c'est une obligation, une composante essentielle de tout métier de la tech. Finalement, ça rejoint un peu cette idée-là. Et toute la question est comment, en fait. Et je pense que là, encore une fois, ça dépendra des contextes aussi. Chaque contexte sera un peu différent et c'est ce comment qui devra être différent pour rester dans le même objectif. Je me permets d'épiler d'autres questions, du coup. Donc, je vais dépiler la question de Davloche, je dirais que c'est David peut-être. C'est lui qui avait fait ce commentaire que j'ai cité juste avant. Et non, c'est la même chose, c'est pas une question. Je vais me le dire. Hop là. Alors, question, sans vouloir être réducteur, j'ai l'impression qu'il faut de plus en plus maîtriser des aspects très techniques et variés, programmation cloud. Partagez-vous cette vision? Alors, technique, moi je dirais, oui, si on a choisi d'être plutôt dans cet écosystème-là, moi je pense que si les gens vont plutôt dans le fonctionnel, dans le produit, etc., oui, il faut avoir une sensibilité au software, comprendre ce qu'on est en train de faire. Pour moi, au plus les gens ont une vision transverse, ça va aller du haut vers le bas, au plus ils seront pertinents, ils verront des liens que les autres ne voient pas. Pour moi, c'est pas une nécessité. Je me dis, on peut être un très bon testeur automaticien qui ne sait pas forcément coder, parce qu'on a des outils plutôt low-code, on comprend ce qu'on est en train de faire, etc. On est bon en conception. Donc,
Je dirais oui pour une composante plutôt tech. C'est vrai que les architectures sont de plus en plus complexes, on est souvent dans le cloud, il y a plein de langages de programmation, des frameworks, des trucs. Donc effectivement, il faut un minimum de bagages pour ne pas se perdre dans les buzzwords. De là, par contre, je ne pense pas que tout le monde doit savoir faire de la programmation, déployer des choses dans le cloud, etc. Par contre, appréhender les concepts, pour moi, c'est fondamental et il n'y a pas besoin de faire 300 heures de formation pour ça. Je pense que déjà, passer un certain nombre d'heures sur des concepts, c'est suffisant. Et ensuite, on peut agir plutôt où on préfère. Faut pas avoir peur de se frotter aux concepts techniques, même si on est fonctionnel et méthodo. Si je prends le pendant de notre métier historique, le testeur, si on a un testeur fonctionnel et qu'on sait faire une stratégie de test, pour moi, on doit être en capacité de mettre en place une stratégie d'automatisation de test, même si on ne sait pas programmer l'automatisation de test. On doit être en capacité de choisir les parcours, ce qui va créer de la valeur. Si on teste plus les API ou le web. Bien sûr, on s'accompagne avec un profil technique lorsqu'il y a besoin de savoir la faisabilité, s'il faut créer des mocks ou des choses comme ça. Mais il ne faut pas se dire « Ah non, ça, je ne sais pas faire, c'est technique ». Donc, en fait, c'est souvent psychologique de se dire « Ah, c'est technique », alors que souvent, c'est de la réflexion et de la logique qu'on doit mettre en place dans un environnement tech. Ouais, c'est clair, on développe des outils tech. Donc, il faut avoir cette sensibilité, cette acculturation. Et sur ça, je rejoins Antoine. Je vous partage la question suivante qui est à peu près dans la même thématique. Donc, peut-être juste, je pense que vous y avez répondu à 80%, 90%. Justement, quelles seraient les bases pour l'automatisation? Du coup, si quelque part vous avez commencé à y répondre, si vous voulez compléter pour vraiment aller au bout de cette réflexion-là. Moi, je ferais un peu extrême en disant comprendre tout ce qui n'est pas l'automatisation, parce qu'en fait, l'automatisation, c'est la conséquence de qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire, qu'est-ce que je veux accélérer, qu'est-ce qui est pertinent d'automatiser ou pas. Et donc, si on commence par dire je vais automatiser, quel outil de scripting je mets, qu'est-ce que je vais implémenter, c'est pas du tout le bon réflexe. Donc, je pense que les bases d'automatisation, pour moi, c'est comprendre pourquoi vous voulez automatiser, comment ça marche. Ce que disait Jean-François, en termes de contexte, à quoi ça sert, avec qui je dois interagir, etc. Et je pense au plus on a compris ce qu'on est en train de faire, avec qui on doit interagir, pour quelle valeur, au plus on va avoir des bonnes bases d'automatisation. Parce que je pense que la plupart des problèmes sur les mauvaises bases d'automatisation, c'est des bases uniquement tech d'automatisation. De la tech pour de la tech. Alors qu'à la fin, on a des utilisateurs, des clients. Et donc, c'est de la valeur business qu'on doit apporter et qu'on doit gérer. Et après, la question qu'on doit se poser en termes de technique, c'est quel problème je dois résoudre en automatisant. Et après, là, il y a une infinité de possibilités avec les outils du marché aujourd'hui. La question suivante est vraiment dédiée vraiment au métier. La différence entre Quality Engineer Craft, Product Quality Engineer. Donc ça, c'est ce qui est posé par Aïcha. Et il me semble que je l'affiche très rapidement en complément. William qui posait un peu la même question sur le Quality Advisor qui était présenté juste avant par Mano et Quality Engineer. Donc je pense que ces deux questions-là finalement recoupent un petit peu la même thématique sur, je vous remets la première qui a plus de vocabulaire, sur les différences entre ces grands rôles, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, en fait, il y a des entreprises qui appellent leur Quality Engineer comme si c'était des Quality Advisors et d'autres qui s'appellent des Quality Engineers qui font juste de la QA. Donc en fait, c'est là la subtilité, c'est que chacun utilise les termes un peu comme il veut. Aujourd'hui, comme on a beaucoup qui disent qu'ils font de la QA, et de la quality control aussi. Donc, ça va dépendre. Donc, on peut dire quality engineering, comme on peut dire quality advisor. Par contre, quality engineer craft, il est clair que c'est très tech, très code en général, et on a plus des profils très automaticiens ou très développeurs qui sont dans ces profils de craft. Et sur la partie product, on est vraiment plus sur la partie méthode et organisation. Ce qu'on disait, c'était la tendance. Si on est moins tech, c'est une bonne façon de le faire. On va apprendre des outils lorsqu'on a été très bon dans le fonctionnel dans le métier, comme l'example mapping, comme le BDD, qui sont plus qu'atteignables, j'ai envie de dire, en termes de maturité, et qui permettent vraiment de mettre du lien entre des techs et des non-techs, je veux dire. Et ça, je pense que Benjamin, tu connais bien ce métier. Du coup, je poursuis dans la démarche. Donc là, la vraie question que je cherchais tout à l'heure, en fait, je me suis embrouillé une question. Et je savais bien qu'il en avait posé une. Si on va plus loin, David demande en fait qu'est-ce qu'il en est concernant l'intelligence artificielle finalement. Est-ce qu'il n'y a pas un ensemble de compétences qui va être tiré de cette émergence-là, qu'on entend parler quand même depuis quelques années. Moi, je trouve que ça n'émerge pas tant que ça, vu le nombre d'années qu'on en parle, mais ça, c'est mon avis personnel. Mais voilà, quel est, votre sentiment par rapport à ça?
Je peux peut-être répondre. Ouais, donc, je pense qu'il y a un changement qui risque de s'opérer d'ici les 10 prochaines années, c'est qu'effectivement, on commence à savoir opérer de l'intelligence artificielle en production pour un très petit nombre d'entreprises. Et on sait le faire aussi que sur des choses très segmentées, donc des use cases très précis. Donc, ce que ça veut dire pour moi, c'est qu'il y a certaines tâches dans la chaîne logicielle ou dans la chaîne de valeur qu'un Q Automation Engineer réalise qu'on va pouvoir automatiser en partie, en très grande partie. Voilà. Par contre, on sera incapable de remplacer ce que l'automaticien, l'ingénieur automaticien fait sur l'ensemble de la chaîne. Donc, je pense qu'on arrivera à avoir des testeurs automaticiens augmentés, entre guillemets. Voilà, par exemple, des outils. Par exemple, aujourd'hui, vous arrivez à mettre sur un site web une app, il vous détecte la plupart des parcours basés sur des modèles d'apprentissage et vous n'avez pas à vous palucher les 50-100 parcours inintéressants à implémenter. Et vous pouvez poser les bonnes questions, qu'est-ce qui est plus intéressant d'automatiser, comment je le fais, comment je rends ça maintenable, etc. Donc je pense qu'on aura ces types d'aides qui risquent d'arriver dans l'expérience, on va dire, de contribution d'un testeur automaticien. De là, remplacer complètement l'ensemble des décisions prises par un Q Automation Engineer, pour moi, c'est pas du tout réaliste, parce que ça voudrait dire qu'on arriverait à mettre un ensemble de modèles sur l'ensemble des décisions prises qui sont très difficiles à prévoir. Mais pour moi, c'est pas du tout réaliste. Donc, ce que je conseillerais plutôt, si on parle de disparition ou d'évolution du rôle de Q Automation Engineer, c'est plutôt d'identifier à court, moyen terme quels sont les vrais cas d'usage d'automatisation qui sont en train d'être supportés par des modèles d'IA ou d'apprentissage, et puis essayer de s'y frotter en mise en place. Donc ça passe par des cas d'usage assez simples pour l'instant, mais moi, le conseil concret dans les prochaines années, ce serait plutôt de suivre ça et apprendre à utiliser ces outils comme une aide plutôt qu'un remplacement complet. Même dans la prise de décision, dans la business value, dans les features qu'on va développer, parce qu'on va anticiper et mieux comprendre les comportements de nos applications en production qui sont des fois très complexes et les logs ne permettent pas peut-être d'en tirer la quintessence même des parcours utilisateurs. Ouais, c'est intéressant parce que, spoiler alert, ça va être une des thématiques de la conférence juste après, justement. L'exemple que tu as pris, Antoine. C'est très intéressant la transition. Tu es très très fort, Benjamin. C'est un métier. Hein. Non, c'est Antoine qui a répondu, c'est sa réponse. Je vais prendre une dernière question, justement. Je vois qu'il est 55, donc on a le temps d'en prendre une petite dernière. Pour vous, la place du PO dans le quality engineering, où se situe-t-elle et finalement, quelle différence avec le quality engineer au sens large? Alors, différent. Donc, peut-être juste un point que tu n'avais pas mentionné, Jean-François, sur le quality engineer. Je pense qu'il faut faire attention parce que c'est ce que dit Jean-François un peu en préambule, c'est quelle signification on met derrière. C'est un peu comme dire à quelqu'un qu'il est médecin ou informaticien. En fait, on n'a pas vraiment dit qu'est-ce qu'il faisait comme métier. Je pense qu'il y a un peu ce travers aujourd'hui. On voit une annonce, on peut prendre 10 annonces quality engineer, c'est 10 jobs complètement différents qui vont plutôt se retrouver dans ce qu'a présenté Jean-François. Donc voilà, juste pour déjà en disclaimer, faire attention à ça. Donc du coup, la réponse, c'est donc ces deux rôles sont bien pertinents dans la démarche de quality engineering. Le PO doit bien sûr collaborer avec le quality engineer. Par contre, pour répondre aussi à la question, c'est du coup quel type de quality engineer on a besoin. Ce qu'on peut aussi imaginer dans des rôles, on ne l'avait pas mis dans nos exemples, c'est que si un product owner est suffisamment bon en pratique de qualité logicielle, etc., il n'a pas forcément besoin d'un quality advisor pour l'aider sur certaines tâches s'il est déjà au niveau. Par contre, du coup, le quality engineer, son rôle, c'est de réussir à compenser ou élever la qualité sur le reste de la chaîne, justement là où le product owner ne sait pas aller. Par exemple, il y a des product owners qui ne savent pas aller ou très difficilement sur du shift right, regarder en prod, suivre le comportement client, etc. Et là, ça peut être pertinent d'avoir une complémentarité avec un quality engineer. Donc, je pense que c'est vraiment cette complémentarité qu'il faut aller chercher et l'effet doublon n'est pas forcément utile. Très bonne réponse. Moi, j'aime bien la réponse, en tout cas. Je suis en phase. Eh bien, messieurs, je vois qu'on arrive au bout de notre slot. Je vous remercie énormément. C'est une super présentation. Je vais dire comme d'habitude. Du coup, parce que ça ne fait pas la première que je fais avec vous. Mais merci beaucoup, vraiment, pour tout ça. De toute façon, les gens peuvent vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Slack, pour continuer les échanges et vous poser des questions. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous les deux. Merci, puis encore bravo pour l'organisation. Merci, au revoir. Bye.